14e numéro de Café Politique aujourd'hui, au bistrot du théâtre à Montigny-le-Bretonneux, et je retrouve Sandrine Grandgam. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable socialiste des Yvelines, vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France, conseillère municipale aussi dans la majorité à Trappes. Vous venez d'être réélue mi-juin à la tête de cette fédération des Yvelines, 63,4% des militants qui vous soutiennent dans votre action. Comment vous expliquez ce score qui valide un petit peu votre action de ces 4 dernières années? Le premier mandat a débuté en 2012. 2 ans et demi de mandat et il y a plusieurs facteurs. Il y avait, je pense, la reconnaissance du travail, parce que je suis quelqu'un qui, en général, on peut ne pas être d'accord avec moi, mais on reconnaît que je suis plutôt une bosseuse, donc c'est un des éléments, je pense, qui explique aussi la confiance. Et puis après, il y avait aussi un positionnement politique par rapport au Parti socialiste qui était plutôt à gauche de la gauche. Voilà, qui était en la tout cas tendance de Benoît Hamon pour. Je sais pas gauche de la gauche, en tout cas dans une logique de soutien au programme de François Hollande du Bourget. Voilà. Donc et donc il y a eu une majorité de militants qui se sont reconnus dans les Yvelines sur cette ligne. Et comme je portais aussi cette ligne, voilà, ça. On était en cohérence. Alors vous n'avez pas une certaine, malgré tout, ressentez pas une certaine frustration parce que vous le dites, vous êtes un soutien du François Hollande d'avant. Le changement c'est avant, c'est plus maintenant. Il n'y a pas une certaine frustration d'incarner une ligne politique qui n'est pas majoritaire aujourd'hui finalement, si on s'en tient au vote des différentes motions et puis au Congrès également? Non, parce que bon, de toute façon, la politique, c'est un éternel rapport de force, donc rien n'est jamais fini. Puis au sein même de sa famille politique, il faut voir les sujets les uns après les autres. Il y a des sujets sur lesquels on arrive à obtenir gain de cause, il y a d'autres où c'est plus difficile, mais c'est pas... oui, pour répondre à votre question, même dans sa famille politique, à un moment donné, mais c'est vrai partout, et on est en permanence dans un équilibre à trouver et à essayer de s'imposer par le débat, de manière plus intelligente possible, mais de s'imposer pour faire valoir ses idées. Vous êtes la seule femme à diriger une fédération socialiste en Île-de-France. Comment ça s'explique ? Le Parti socialiste a du mal à se féminiser? Non, la vie politique en général n'est pas facile pour les femmes, même s'il y a eu beaucoup de faits. Et je pense que si la gauche n'avait pas été au pouvoir, on n'en serait pas là, puisque toutes les lois de parité, toutes les lois qui permettaient plus de représentativité des femmes, ce sont à chaque fois des gouvernements de gauche qui les ont portées. Mais c'est un travail sur le long terme. Et puis c'est vrai qu'on essaye de le changer, mais les réunions politiques, c'est le soir. Donc pour une vie familiale, c'est compliqué. Comment vous êtes accueilli par vos homologues hommes, masculins? J'ai jamais ressenti de... Bon, après, même par le passé? Aujourd'hui peut-être moins, mais par le passé? Non, je n'ai jamais ressenti de problème de ce côté-là. Après, c'est plutôt parfois que je me sens un petit peu seule, mais voilà. Comment vous avez réagi dans l'actualité récente au niveau national à la démission de Yacine Chaoua? On va repréciser un petit peu ce dossier. Oui. C'était le nouveau, éphémère secrétaire national adjoint du PS en charge de l'intégration, qui a été condamné par le passé pour des violences conjugales, qui a été nommé. Il y a eu un tollé sur notamment les réseaux sociaux. Qui ont joué leur rôle, oui. Et il a démissionné. Qui ont joué leur rôle, donc vous approuvez? Oui, tout à fait, parce qu'à un moment donné, au moins, on peut critiquer les réseaux sociaux, mais ça joue ce rôle d'alerte aussi. Il y a plusieurs choses. Il y a une première faute politique qui était de l'avoir nommé. Je pense que... Une faute de votre famille politique. Oui, on peut se tromper. Hein, c'est pas... Et puis ensuite, il y a une deuxième faute qui est la manière dont lui s'est justifié pour démissionner. Je pense qu'à un moment donné, jamais ce dossier ne doit exister parce qu'il ne doit pas être présent. Moi, je ne suis pas pour qu'on condamne les gens 2, 3, 4 fois, une fois que les peines ont été... Mais il y a aussi des postes à responsabilité qui sont des postes aussi où on est exposé. Et je pense qu'on pouvait trouver plein d'autres personnes aussi capables que lui d'assumer cette charge. Donc c'était une erreur de le proposer. La façon dont se déroule la politique aujourd'hui, le monde politique, on parlait de l'intégration des femmes, on parlait de ces nominations qui sont des erreurs, aussi des faux pas au sein de votre propre famille politique. Ça correspond à l'idée que vous vous faisiez de la politique ? Oui, parce que moi, j'ai jamais été une idéaliste. Je pense que le monde politique il est l'équivalent du monde dans lequel on vit. Donc, on fait des belles rencontres. Parfois, on dit que voilà, ça valait vraiment le coup parce qu'on a des personnalités ou des camarades qu'on a rencontrés qui deviennent des amis, qui deviennent des proches. Et puis, il y a aussi des gens où on se dit, bah oui, c'est un peu à quoi je m'attendais. C'est parfois difficile, c'est parfois tendu, mais c'est à l'image de notre société. Donc, il n'y a pas de raison que le monde politique soit meilleur ou moins bon. Il est le reflet de ce qu'on vit aussi dans notre société. Pas idéaliste, pas carriériste non plus?
Parce que vous êtes professeur d'histoire-géographie au civil, vous continuez votre activité oui, d'ailleurs. J'ai toujours des heures d'enseignement en lycée. Oui. Oui, et donc cette carrière en politique, non? C'est faire carrière véritablement en politique? C'est pas quelque chose qu'on programme. C'est vrai que moi j'ai eu la chance pour le coup d'être plutôt... le fait d'être une femme en politique m'a plutôt aidée. Parce que ça m'a peut-être permis d'accélérer certaines choses. Puis parce que j'étais là au bon moment, finalement, j'ai aussi pu accéder peut-être plus facilement à certains postes. Mais ça ne se programme pas. Après, moi, je n'ai pas de problème à dire que j'ai de l'ambition, dire que j'ai envie de faire des choses. Je n'ai pas envie de faire pot de fleurs, je n'ai pas envie de faire la figuration. Mais ce n'est pas quelque chose que je programme. Voilà, on prend les choses comme ça vient. Dans la période, c'est en plus programmer une carrière politique à gauche, ce n'est pas forcément facile. Oui, bien sûr, c'est évident. Vous auriez aimé être présidente de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines? Oui, quelque chose... C'était programmé? C'était programmé, ça faisait partie des options, ça faisait partie des choses qui étaient possibles. En tout cas, il y avait une équipe qui était prête à prendre ses responsabilités. Après, c'était une lourde charge, et je sais que Michel Laugier maintenant fait ça à temps plein et n'a pas beaucoup de temps pour le reste. Donc c'est très lourd, mais quand on a envie de s'engager en politique, c'est aussi pour à un moment donné être aux manettes. Au-delà du courant national, des difficultés de la gauche, comment vous l'expliquez, avec maintenant beaucoup plus de recul, cette défaite sur l'agglomération? Il y a eu pendant les élections beaucoup de concentration sur la ville de Magny-les-Hameaux par exemple, où la gauche avait peur de perdre cette commune-là et que mathématiquement, 4 communes à droite, 3 communes à gauche, ça fasse basculer l'agglomération. Finalement, c'est pas ce qui s'est produit, c'est plutôt l'opposition qui s'est effondrée dans les communes où la droite était déjà en place. Vous avez fait des erreurs sur quel point? Vous avez trop focalisé sur Magny? J'ai jamais dit que le point faible était Magny, jamais. Je sais que c'était quelque chose qui revenait en permanence. Moi, j'étais assez sûre que Bertrand Houillon, qui fait un vrai travail de terrain, qui est un maire reconnu, qui passe aussi des heures et des heures, mais qui est reconnu par ses concitoyens, j'étais assez sûre qu'il serait réélu. Effectivement, ce qui a changé, c'est là aussi, il y a un nouveau système, nouveau scrutin qui fait que les oppositions sont représentées et qu'on n'a pas réussi à être assez fort dans les villes de droite, comme Montigny ou Élancourt, où là où on pouvait attendre 2 sièges, on n'en a eu qu'un. Et c'est ce qui nous a fragilisés. Cette opposition, justement, vous l'avez incarnée sur Montigny-le-Bretonneux, puisque vous avez siégé dans l'opposition à Montigny avant de partir sur Trappes. Pourquoi vous êtes parti sur Trappes, d'ailleurs? En fait, moi, j'ai vécu Saint-Quentin. Je suis une enfant de Saint-Quentin, en Yvelines. Donc, j'ai toujours navigué entre Montigny et Trappes. Mes activités étaient beaucoup sur Trappes. Ma famille habitait juste aux limites Montigny et Trappes. Donc, voilà, pour moi, la frontière communale n'a jamais eu beaucoup de sens. Bon, après, j'étais élue d'opposition à Montigny. Oui, sauf que la différence, c'est l'opposition à Montigny et la majorité à Trappes. Et ensuite, j'ai Guy Malandin qui est venu me demander, quand j'étais conseillère régionale, je représentais la région sur les lycées, en particulier de Trappes, et il est venu me demander si ça m'intéresserait de venir travailler avec lui. Et forcément, Guy Malandin, c'est une personnalité politique à part, qui peut apprendre beaucoup aussi, donc je me suis dit que c'était une opportunité, que j'avais envie. Plutôt dans votre tendance, dans votre courant politique au sein de la gauche. Et je me suis dit que c'était... Moi, j'ai toujours regretté justement en politique de pas pouvoir m'appuyer dans mon expérience de jeune élu sur quelqu'un, puisque j'aurais préféré pouvoir justement travailler avec quelqu'un, au moins sur les premières années, quand j'étais confrontée, et c'était très formateur, à Nicolas About dans les premiers mandats. Donc quand j'ai eu cette opportunité, et puis c'est vraiment pas pareil d'être dans l'opposition et dans la majorité. Mais on vous l'a reproché aussi. On a dit que vous aviez choisi la simplicité en partant à Trappes, où c'était plus facile pour des listes de gauche de s'imposer qu'à Montigny-le-Bretonneux. Sauf que j'avais fait, moi je veux bien entendre les critiques, mais j'ai quand même fait 2 mandats, donc 7 ans et 6 ans dans l'opposition. Donc je pense que voilà, j'ai appris ce qu'était le travail d'opposition. C'était votre premier engagement en politique à Montigny-le-Bretonneux, au sein d'un conseil municipal. Oui. Et qu'est-ce qui a motivé cet engagement-là? Parce que vous l'avez dit, ça a été difficile au début. Il n'y avait pas d'appui, vous n'étiez pas au sein d'une majorité pour apprendre justement. Il a fallu apprendre toute seule un petit peu. Mais parce que après c'est des parcours de vie. Moi j'ai fait mes études, j'ai commencé à enseigner, puis à un moment donné c'était plus suffisant. Il fallait que j'avais besoin de cet engagement militant depuis très longtemps. Et puis le constat aussi d'un certain... Bon, je viens d'une famille ancrée à gauche, syndicaliste, mais l'engagement politique, c'est un autre pas. Et c'est aussi le fruit aussi de constats concernant des injustices qui font qu'à un moment donné, on se dit non, c'est pas possible et il faut s'engager. Et puis il y a aussi le constat parfois
de voir le personnel politique qui est en responsabilité. On se dit finalement, je ne donnerai pas de nom, mais on se dit je ne vais pas faire forcément plus mal, quoi. Que ce soit à gauche ou que ce soit à droite? Oui, ça, là en l'occurrence c'était plutôt à droite. Mais aujourd'hui, par exemple? Je pense que c'est ce qu'il faut dire aussi à tous ceux qui hésitent à s'engager, c'est-à-dire que c'est pas un métier de faire de la politique, c'est des convictions. Et donc, moi j'appelle à tous ceux qui parfois râlent, sont pas contents, à venir au contraire s'engager en politique et à montrer qu'ils peuvent peut-être faire mieux. Vous n'avez pas de regret aujourd'hui de vous être engagé en politique? Non, non. Je pense que même si c'est difficile pour la gauche aujourd'hui et que la gauche se cherche encore aujourd'hui. Mais l'engagement ne peut pas être conjoncturel, quoi. C'est quelque chose qui est sur le fond. Après, l'engagement, ça peut être dans les syndicats, ça peut être associatif. Je pense qu'à un moment donné, il faut être capable aussi de donner du temps pour la société, pour ce qui fait qu'on vit ensemble, quoi. Mais la politique peut encore changer les choses? Oui, moi j'y crois. Au-delà des associations, parce que sur le terrain associatif, il y a des gens qui s'engagent aussi et qui ont le sentiment d'être plus utiles que les politiques, qui parfois trahissent aussi. On change pas la vie, mais on peut changer. On peut changer, des choses. Vous restez optimiste pour la suite, pour la fin de ce mandat, en tout cas sur le niveau national pour la gauche. Sandrine Gangam, conseillère régionale Île-de-France socialiste, responsable du PS dans les Yvelines. On fait une courte pause et ensuite on parle des quelques-uns des dossiers qui vous occupent actuellement. La suite du café politique avec la responsable dans le département du Parti socialiste. Je vous propose d'écouter pour débuter un micro-trottoir. Nous sommes allés demander dans la rue tout simplement ce que les gens attendaient des socialistes dans le département. Écoutez. Qu'elle puisse relancer la politique culturelle qui est complètement détruite en ce moment par le nouveau président de la CASCI, M. Laugier. Pour les Yvelines, il me semble que le plus important c'est les jeunes. Les jeunes, tous les jeunes qui sont sans emploi, c'est un scandale national. Il y a toujours des difficultés au niveau de l'emploi peut-être, hein. Ça serait bien de travailler un peu là-dessus, surtout par rapport aux jeunes. C'est quand même pas facile, je trouve. On aimerait avoir un peu de sécurité pour nos enfants. Au niveau éducation, scolarité, etc. Bon, déjà au niveau national c'est mauvais, donc si on pouvait au moins dans les Yvelines et dans la région, améliorer les choses, ce serait pas plus mal. Moi j'ai des petits-enfants et franchement, on les met en école privée parce qu'on n'a pas le choix, quoi. Le transport aussi, les infrastructures de transport, parce que bon, les retards, on les subit tous les jours. C'était programmé par exemple pour Saint-Quentin de faire un pôle multimodal, donc des choses un peu abouties comme ça pour les transports par exemple. Il y a beaucoup de choses, les transports on va y venir, la culture aussi forcément à Saint-Quentin en Yvelines, mais peut-être déjà l'emploi, la formation des jeunes aussi, c'est quelque chose qui inquiète, même au-delà de Saint-Quentin en Yvelines et du département. La gauche a beaucoup déçu sur ça, sur la formation, sur l'emploi. Il y a deux sujets, il y a effectivement la jeunesse et il y a l'éducation. Moi, vraiment sur l'éducation, je pense qu'au niveau du gouvernement, il y a des choses qui sont très bien, qui sont faites. Je sais qu'il y a beaucoup de polémiques sur les rythmes scolaires, sur la réforme du collège. Ça fait partie des sujets où il fallait bouger et où il fallait un peu bousculer. Vous qui êtes enseignante, vous appréciez ces différentes réformes. Même si parfois je ne suis pas d'accord avec certains collègues, je pense que le collège, il faut faire vraiment le collège unique. On ne l'a jamais fait jusqu'au bout, ce collège unique. Pour permettre d'avoir une meilleure chance pour l'ensemble des enfants. Sur les rythmes scolaires, c'est pareil. Toutes les études montrent qu'on a une école qui fatigue les enfants, qu'on a des rythmes qui ne sont pas tenables. Et on sait très bien qu'on a eu ce débat-là au conseil municipal. On ne peut pas rajouter des heures et des heures et des heures de maths, de français à des enfants qui, à un moment donné, sont gavés, quoi, au sens propre du terme. Il faut inventer d'autres choses. Et je pense que tout ce qui est, justement, et ça rejoint la question sur la culture, tout ce qui permet, par la musique, par le théâtre, par la danse, de s'approprier des savoirs, ça permet à un moment donné aussi qu'il y ait des déclics pour des gamins. Donc moi, je crois beaucoup sur le périscolaire, sur aussi les pratiques artistiques pour aider les enfants. Donc ça, pour moi, c'est un vrai projet de gauche. Les choix de la nouvelle majorité de droite, de centre-droit, il faut faire des choix budgétaires, hein, il y a des dotations en moins. Le choix, la coupe, on va dire, c'est faite sur la partie de la culture, des associations. Il y a une pétition que vous avez relayée, il y a une forte opposition à ces différentes décisions. Et après ? Je pense qu'il y a vraiment à faire prendre conscience que c'est vraiment le mauvais domaine pour faire des économies. Ça ne fait pas des économies structurelles massives. Il y a
quelques jours, on était ici au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines pour voir un spectacle qui a été monté par la PMSQ avec plus de 200 gamins de Saint-Quentin qui venaient avec leur famille, qui pour la première fois souvent mettaient les pieds dans un théâtre. Là, on fait de la politique culturelle, la vraie politique culturelle, avec des enfants qui apprennent à s'écouter, qui apprennent une pratique artistique, qui sont aussi fiers de montrer ce qu'ils font. Mais ça, c'est pas possible s'il n'y a plus les subventions pour l'association en question, la PMSQ, mais aussi pour la scène nationale. Donc ça veut dire qu'il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas d'un côté dire c'est super, bravo, bravo aux bénévoles, et puis de l'autre côté, pas leur donner les subventions dont ils ont besoin. Le choix de la nouvelle équipe, c'est aussi de dire que ce sont les municipalités qui doivent aussi mettre la main à la poche et aider ces différentes associations. Sauf que l'intérêt d'une intercommunalité, c'est justement la mutualisation et de porter... Mais c'est pas une compétence obligatoire, la culture, par exemple. C'est pas non plus une compétence obligatoire pour les communes. Ça fait partie de ces compétences partagées. Donc ça fait partie, pour moi, des sujets transversaux qu'il faut que tout le monde doit soutenir. Mais c'est vrai aussi pour le sport. Tout ce qui permet de le vivre ensemble. Alors, c'est un peu une expression qui est galvaudée, mais c'est ça. C'est-à-dire, à un moment donné, on ne peut pas non plus se dire chacun se replie chez soi, il n'y a plus de lien, c'est une catastrophe, la société dans laquelle on va, elle fait peur. Justement, pour éviter ça, il faut créer du lien. Sur ces questions budgétaires, justement, je vous propose d'écouter un extrait d'une intervention de Michel Laugier, le président de la Casquie. C'était sur notre plateau il y a quelques semaines. J'essaie d'avoir une vision très équitable sur l'ensemble des chapitres de mon budget au niveau de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Sinon, ça serait très facile, il suffit qu'on augmente les impôts. Mais là, je pense que tout le monde serait pénalisé. Donc, mais ceci dit, les associations, si elles veulent continuer à survivre, même pour le plus bas niveau, vont devoir augmenter les cotisations, par exemple, pour leurs adhérents. Oui, non, mais à chacun à s'assumer aussi, parce que c'est pas quand on veut quelque chose, on doit aussi s'assumer et ne pas toujours attendre des autres. Là, aujourd'hui, on revient à nos compétences de base. C'est vrai que quand on a eu des capacités financières plus importantes, il y a eu certaines largesses. Aujourd'hui, on n'a plus les moyens de ces largesses. Il faut savoir revenir à la réalité. Et il suffit de voir aussi ce qui se passe dans les autres collectivités. Regardez en France, il y a des augmentations sur les taxes locales de 15 à 20%. Ben, nous, c'est pas ce que nous voulons. Par contre, il faut être meilleur gestionnaire que les équipes précédentes. La gauche, mauvaise gestionnaire ? Il me semble qu'il était vice-président en transport et qu'il a participé aux équipes précédentes. Mais l'idée qu'il faut une vision équitable, le problème c'est que c'est pas du tout ce qui ressort. Enfin, quand on regarde les subventions, regardez les subventions au sport par exemple, ça pèse beaucoup plus dans certaines communes que dans d'autres. On a eu des baisses drastiques sur les subventions sportives pour Trappes. Venant de la Casquie, on n'a pas l'équivalent sur Elancourt ou sur Montigny. Donc voilà, on n'a pas la même vision de ce qu'est l'équité. Mais quand on entend la gauche qui gère mal globalement, c'est un argument qu'on entend souvent. La gauche dépense beaucoup, dépense mal. On commence à l'entendre de plus en plus avec les élections régionales qui approchent aussi. C'est un argument utilisé par la droite contre la gauche. Vous y répondez quoi ? Le problème, c'est que dans les faits, ça correspond à rien, puisque si on regarde par exemple sur l'agglomération de Saint-Quentin, c'est une agglomération qui financièrement se porte pas si mal que ça, qui est dans une logique de désendettement. Si vous prenez la ville de Trappes, elle est, depuis qu'elle est gérée par le Parti Socialiste et par Guy Malandin, elle s'est désendettée. Enfin, donc ça c'est des mots, mais dans la réalité, ça ne correspond pas à grand-chose. Les élections régionales, justement, vous êtes conseillère régionale sortante, on parle de vous en tête de liste dans les Yvelines. Ce sera le cas ? J'en sais rien encore, pour tout vous dire. Je pense que l'idée, c'est d'avoir sur l'ensemble de l'Île-de-France, c'est ce qu'a demandé Claude Bartolone, parité des têtes de liste. Nous, on a un leader sur le département qui s'appelle Benoît Hamon. Donc moi, je souhaite que ce soit lui qui soit la tête de liste. Et vous en numéro 2 ? Et pourquoi pas moi en numéro 2. Il faut faire des choix actuellement ? Il faut faire des choix. Sur ces différentes listes. On est en train de réfléchir à cette élaboration. Justement, sur ces régionales, récemment sur notre plateau, toujours, c'est Eddy Haït, responsable du Parti radical gauche, qui était invité et nous l'avons interrogé sur les conditions de l'union, parce que lui aussi, il siège en tant que conseiller dans la majorité actuelle avec Jean-Paul Huchon.
Pour l'instant, ce sont essentiellement des affaires internes au Parti socialiste. Ce qui doit prévaloir maintenant, c'est le rassemblement de la gauche, parce qu'il nous faut conserver cette région à gauche. On a des raisons de craindre si Mme Pécresse prenait la présidence de cette région. Donc je dirais que je n'ai pas d'appréciation personnelle à apporter, si ce n'est que le bilan aujourd'hui de ces 17 années de région à gauche sont aussi le résultat de l'exercice politique d'un homme fort, qui était Jean-Paul Huchon, et d'un bilan d'une majorité de gauche rassemblée autour de lui, autour des objectifs politiques que nous nous étions fixés. Donc c'est à mettre à son crédit. Maintenant, une nouvelle séquence... Volonté, vous personnellement, c'est d'être présent sur cette liste dès le premier tour Moi, j'ai la volonté de repartir aux élections régionales pour poursuivre le travail engagé. Maintenant, les conditions du rassemblement, le Parti socialiste, si nous devons nous allier à ce dernier, il doit les créer, il doit favoriser le rassemblement. Nous attendons qu'une fois Claude Barthelone a investi officiellement, à partir du 28 mai, que des contacts soient pris. C'est à lui de prendre contact avec ses partenaires de gauche. Le rassemblement, oui, au service des franciliens, bien sûr, et avec l'ensemble des composantes, et notamment le Parti radical de gauche. Ça, c'était fin mai. Nous sommes bientôt fin juin. Les conditions du rassemblement, les discussions ont eu lieu. Les contacts sont pris, les discussions ont lieu. Oui, avec le Parti radical de gauche, de manière assez évidente, le rassemblement se fait à chaque fois. Je pense qu'il y a à la fois un respect de ce que représente cette composante de la gauche, et en même temps, il n'y a pas non plus du côté du PRG de demande qui pourrait nous poser problème. Donc le rassemblement se fera avec eux sans difficulté. Et je pense plus compliqué avec les autres formations politiques. C'est plus compliqué, même si ce que disait Yaït est tout à fait juste. On a travaillé avec les collègues du Front de gauche, d'Europe Écologie Les Verts pendant toute la mandature, en s'enrichissant mutuellement. On a eu parfois des débats, mais c'est une majorité qui a bien fonctionné, en tout cas qui a su avancer, qui a su porter des projets. Et c'est le modèle qu'il faut qu'on arrive à reproduire, qu'on n'arrive pas forcément à reproduire ailleurs. Mais je pense que le mode de scrutin aussi aide, puisque là on est sur un scrutin de liste, alors que sur les départementales, par exemple, on est sur un scrutin binominal maintenant. Donc on a plus de difficultés à trouver des équilibres politiques. Là, on a les équilibres politiques qui permettent de travailler ensemble. Mais le Parti socialiste joue gros sur ce scrutin des régionales? C'est pas que le Parti socialiste, c'est la gauche en général. Et quand on regarde, on va sortir bientôt le bilan des 1 an des nouvelles équipes qui ont pris des responsabilités, donc les équipes de droite dans les villes de la région Île-de-France. Quand on regarde les coupes qui ont été menées, les domaines qui sont concernés, si on transpose à ce que ça donnerait sur la région Île-de-France, moi ça me fait peur, quoi. On l'a dit sur l'agglomération de Saint-Quentin concernant la culture et le milieu associatif, on est en train de casser quelque chose qui met du temps à se constituer. Et donc il y a des dynamiques là qui pourraient être malmenées. Et donc c'est pour ça que c'est pas l'enjeu, c'est pas le Parti socialiste, les partis... Oui, mais au-delà de ça, parce que là, on est sur la question des idées. Effectivement, les idées de la gauche ne sont pas les idées de la droite et réciproquement. Mais au-delà de ça, politiquement, pour le Parti socialiste, ce serait politiquement difficile aussi de s'en remettre. Les municipales, les départementales, oui, les mais régionales. après ça, c'est la vie des partis politiques. Il y a des périodes de défaite, des périodes de victoire. Mais ce qui est plus dur, c'est il y a des politiques qui ont été engagées, qui portent leurs fruits, et à un moment donné, les changements, ça peut être salutaire parfois, mais c'est aussi des coupures qui se font, des casses, qui après ont des impacts. Alors on ne les voit pas tout de suite, mais qui peuvent avoir des impacts sur le plus long terme. Pendant ces régionales, on va forcément beaucoup parler des transports, surtout sur l'Île-de-France, c'est obligatoire. On l'a entendu dans le micro-trottoir d'ailleurs au début de cette séquence. Pourquoi ça ne marche pas les transports en Île-de-France? Vous connaissez le dossier puisque vous vous en occupez pour la région. C'est ça. Quand on dit ça ne marche pas, il y a des insatisfactions, il y a des problèmes, il y a aussi un trafic qui est absolument... dans le monde, il n'y a pas d'équivalent. Il faut absorber le trafic. Et on avait pris beaucoup de retard. Enfin, il faut rappeler que la compétence transport pour la région, c'est simplement de 2006 qu'on récupère le STIF. Donc c'est à l'échelle des investissements qu'on doit faire, c'est assez récent. Moi, je me rappelle des discours de Valérie Pécresse en conseil régional où on était sur le tout
tout voiture. Donc maintenant, on nous explique que c'est plus tout à fait comme la même logique. Nous, ça fait longtemps qu'on explique qu'il faut mettre sur les transports, mais voilà, les investissements, ça se compte en millions et millions d'euros, voire en milliards d'euros quand on parle du Grand Paris. On avait, pendant toute la mandature, vraiment mis le paquet sur la mobilisation, sur l'amélioration des transports et de l'existant. Ça a été un débat avec la droite qui nous expliquait que ce n'était pas ça la priorité. On a tenu bon là-dessus, même si est venu se greffer le projet du Grand Paris sur ce dossier-là. Il faut continuer à mettre de l'argent sur la rénovation. Il y a des choses concrètement qui peuvent être faites pour le transport, pour améliorer, pour fluidifier tout ça, rapidement, au-delà, enfin même avant plutôt le Grand Paris. Oui, ça veut dire mettre les moyens. C'est une question de moyens. C'est aussi parfois des problèmes techniques. On le voit sur nous dans le département. Ce qui nous pose problème, c'est tout le nœud autour de Versailles qui est saturé. Donc là, il y a des problèmes techniques à lever. Mais quand on a une volonté politique, on arrive aussi à bousculer ces problèmes techniques. On arrive à la fin de cette émission. Une dernière question. 15 mai 2015, Le Parisien, nos confrères du Parisien qui vous consacrent un article. La gauche des Yvelines en plein chantier. C'est le titre. Vous êtes d'accord ? Oui, parce que la connotation de chantier me va bien, parce que ça veut dire qu'on travaille, et qu'il n'y a rien d'acquis. L'article revenait surtout sur les différentes défaites. Non, mais moi, le terme de chantier, je le prends au sens premier du terme, et il y a besoin de toute façon de permanence de se reconfronter aussi à la réalité, de réfléchir, de bosser. Enfin, moi, je crois beaucoup au travail collectif aussi. Merci Sandrine Grandgambe, première fédérale du Parti socialiste dans le département des Yvelines. C'est la fin de ce café politique. Prochain numéro début juillet et ce sera un best-of. À bientôt.